D'autres fois, mon chagrin prenait tant de formes que parfois je ne le reconnaissais plus. Je souhaitais d'avoir un grand amour. Je voulais chercher une personne qui vivrait près de moi. Cela me semblait le signe que je n'aimais plus Albertine, quand c'était celui que je l'aimais toujours. Car le besoin d'éprouver un grand amour n'était, tout autant que le désir d'embrasser les grosses joues d'Albertine, qu'une partie de mon regret. C'est quand je l'aurais oublié que je pourrais trouver plus sage, plus heureux de vivre sans amour. Ainsi, le regret d'Albertine, parce que c'était lui qui faisait naître en moi le besoin d'une sœur, le rendait inassouvissable. Et au fur et à mesure que mon regret d'Albertine s'affaiblirait, le besoin d'une sœur, lequel n'était qu'une forme inconsciente de ce regret, deviendrait moins impérieux. Et pourtant, ces deux reliquats de mon amour ne suivent pas dans leur décroissance une marche également rapide. Il y avait des heures où j'étais décidé à me marier. Tant le premier subissait une profonde éclipse, le second, au contraire, gardant une grande force. Et, en revanche, plus tard, mes souvenirs jaloux s'étant éteints, tout d'un coup, parfois, une tendresse me remontait au cœur pour Albertine. Et alors, pensant à mes amours pour d'autres femmes, je me disais qu'elle les aurait compris, partagés, et son vice devenait comme une cause d'amour. Parfois, ma jalousie renaissait dans des moments où je ne me souvenais plus d'Albertine. Bien que ce fût d'elle alors que j'étais jaloux. Je croyais l'être d'André, à propos de qui on m'apprit à ce moment-là une aventure qu'elle avait. Mais André n'était pour moi qu'un prête-nom, qu'un chemin de raccord, qu'une prise de courant qui ne reliait indirectement à Albertine. C'est ainsi qu'en rêve, on donne un autre visage, un autre nom à une personne sur l'identité profonde de laquelle on ne se trompe pas pourtant. En somme, malgré les flux et les reflux qui contrariaient dans ces cas particuliers cette loi générale, les sentiments que m'avait laissés Albertine eurent plus de peine à mourir que le souvenir de leur cause première. Non seulement les sentiments, mais les sensations diffèrent en cela de Swann, qui, lorsqu'il avait commencé à ne plus aimer Odette, n'avait même plus pu récréer en lui la sensation de son amour. Je me sentais encore revivant un passé qui n'était plus que l'histoire d'un autre. Mon moi, en quelque sorte, mi-parti, tandis que son extrémité supérieure était déjà dure et refroidie, brûlait encore en sa base, chaque fois qu'une étincelle y refaisait passer l'ancien courant. Même quand depuis longtemps mon esprit avait cessé de concevoir Albertine. Et aucune image d'elle n'accompagnant les palpitations cruelles, les larmes qu'apportait à mes yeux un vent froid soufflant comme à Balbec sur les pommiers déjà roses. J'en arrivais à me demander si la renaissance de ma douleur n'était pas due à des causes toutes pathologiques, et si ce que je prenais pour la reviviscence d'un souvenir et la dernière période d'un amour
n'était pas plutôt le début d'une maladie de cœur. Il y a dans certaines affections des accidents secondaires que le malade est trop porté à confondre avec la maladie elle-même. Et quand il cesse, il est étonné de se retrouver moins éloigné de la guérison qu'il n'avait cru. Telle avait été la souffrance causée, la complication amenée par les lettres d'Aimé relativement à l'établissement des douches et à la petite blanchisseuse. Mais un médecin de l'âme qui m'eût visité eût trouvé que pour le reste mon chagrin lui-même allait mieux. Sans doute en moi, comme j'étais un homme, un de ces êtres amphibies qui sont simultanément plongés dans le passé et dans la réalité actuelle, il existait toujours une contradiction entre le souvenir vivant d'Albertine et la connaissance que j'avais de sa mort. Mais cette contradiction était en quelque sorte l'inverse de ce qu'elle était autrefois. L'idée qu'Albertine était morte, cette idée qui, les premiers temps, venait battre si furieusement en moi, l'idée qu'elle était vivante, j'étais obligé de me sauver devant elle, comme les enfants à l'arrivée de la vague. Cette idée de sa mort, à la faveur même de ses assauts incessants, avait fini par conquérir en moi la place qui occupait récemment encore l'idée de sa vie. Sans que je m'en rendisse compte, c'était maintenant cette idée de la mort d'Albertine. Non plus le souvenir présent de sa vie, qui faisait pour la plus grande partie le fond de mes inconscientes songeries, de sorte que si je les interrompais tout à coup pour réfléchir sur moi-même, ce qui me causait de l'étonnement, ce n'était pas comme les premiers jours qu'Albertine, si vivante en moi, put n'exister plus sur la terre, put être morte, mais qu'Albertine, qui n'existait plus sur la terre, qui était morte, fut restée si vivante en moi, façonnée par la contiguïté des souvenirs qui se suivent l'un l'autre, le noir tunnel sous lequel ma pensée rêvassait depuis trop longtemps pour qu'elle prît même plus garde à lui. Et s'interrompait brusquement d'un intervalle de soleil, laissant voir au loin un univers souriant et bleu, où Albertine n'était plus qu'un souvenir indifférent et plein de charme. Est-ce celle-là, me disais-je, qui est la vraie? Ou bien l'être qui, dans l'obscurité où je roulais depuis si longtemps, me semblait la seule réalité? Le personnage que j'avais été, il y a si peu de temps encore, et qui ne vivait que dans la perpétuelle attente du moment où Albertine viendrait lui dire bonsoir et l'embrasser. Une sorte de multiplication de moi-même me faisait paraître ce personnage comme n'étant plus qu'une faible partie, à demi dépouillée de moi. Et comme une fleur qui s'entr'ouvre, j'éprouvais la fraîcheur rajeunissante d'une exfoliation. Au reste, mes brèves illuminations ne me faisaient peut-être que mieux prendre conscience de mon amour pour Albertine, comme il arrive pour toutes les idées trop constantes qui ont besoin d'une opposition pour s'affirmer. Ceux qui ont vécu pendant la guerre de 1870, par exemple, disent que l'idée de la guerre avait fini par leur sembler naturelle. Non parce qu'ils ne pensaient pas à la guerre, mais parce qu'ils
mais parce qu'ils y pensaient toujours. Et pour comprendre combien c'est un fait étrange et considérable que la guerre, il fallait quelque chose les arrachant à leur obsession permanente, qu'ils oubliassent un instant que la guerre régnait, se retrouvassent pareils à ce qu'ils étaient quand on était en paix, jusqu'à ce que, tout à coup, sur le blanc momentané, se détacha enfin distincte la réalité monstrueuse que depuis longtemps ils avaient cessé de voir, ne voyant pas autre chose qu'elle. Si encore ce retrait en moi des différents souvenirs d'Albertine s'était au moins fait, non pas par échelon, mais simultanément, également, de front, sur toute la ligne de ma mémoire, les souvenirs de ces trahisons s'éloignant en même temps que ceux de sa douceur. L'oubli m'eût apporté de l'apaisement. Il n'en était pas ainsi. Comme sur une plage où la marée descend irrégulièrement, j'étais assailli par la morsure de tels de mes soupçons, quand déjà l'image de sa douce présence était retirée trop loin de moi pour pouvoir m'apporter son remède. Pour les trahisons, j'en avais souffert parce que, en quelques années lointaines qu'elles eussent eu lieu pour moi, elles n'étaient pas anciennes. Mais j'en souffris moins quand elles le devinrent. C'est-à-dire quand je me les représentais moins vivement, car l'éloignement d'une chose est proportionné plutôt à la puissance visuelle de la mémoire qui regarde qu'à la distance réelle des jours écoulés, comme le souvenir d'un rêve de la dernière nuit qui peut nous paraître plus lointain dans son imprécision, dans son effacement, qu'un événement qui date de plusieurs années. Mais bien que l'idée de la mort d'Albertine fit des progrès en moi, le reflux de la sensation qu'elle était vivante, s'il ne les arrêta pas, les contrecarrait cependant et empêchait qu'ils fussent réguliers. Et je me rends compte maintenant que pendant cette période-là, sans doute à cause de cet oubli des heures, où elle avait été cloîtrée chez moi et qui, à force d'effacer chez moi la souffrance de faute qui me semblait presque indifférente, parce que je savais qu'elle ne les commettait pas, était devenue comme autant de preuves d'innocence, j'eus le martyre de vivre habituellement avec une idée tout aussi nouvelle que celle qu'Albertine était morte. Jusque-là, je partais toujours de l'idée qu'elle était vivante, avec une idée que j'aurais cru tout aussi impossible à supporter et qui, sans que je m'en aperçusse, formant peu à peu le fond de ma conscience, s'y substituait à l'idée qu'Albertine était innocente. C'était l'idée qu'elle était coupable. Quand je croyais douter d'elle, je croyais au contraire en elle. De même, je pris pour point de départ de mes autres idées la certitude, souvent démentie, comme l'avait été l'idée contraire, la certitude de sa culpabilité, tout en m'imaginant que je doutais encore. J'ai dû souffrir beaucoup pendant cette période-là. Mais je me rends compte qu'il fallait que ce fût ainsi. On est guéri d'une souffrance qu'à condition
de l'éprouver pleinement, en protégeant Albertine de tout contact, en me forgeant l'illusion qu'elle était innocente, aussi bien que plus tard, en prenant pour base de mes raisonnements la pensée qu'elle vivait, je ne faisais que retarder l'heure de la guérison, parce que je retardais les longues heures qui devaient se dérouler préalablement à la fin des souffrances nécessaires. Or, sur ces idées de la culpabilité d'Albertine, l'habitude, quand elle s'exerçait, le ferait suivant les mêmes lois que j'avais déjà éprouvées au cours de ma vie. De même que le nom de Guermantes avait perdu la signification et le charme d'une route bordée de fleurs aux grappes violettes et rougeâtres et du vitrail de Gilbert le Mauvais. La présence d'Albertine, celle des vallonnements bleus de la mer, le nom de Swan, du lift, de la princesse de Guermantes et de tant d'autres, tout ce qu'ils avaient signifié pour moi, ce charme et cette signification, laissait en moi un simple mot qu'ils trouvaient assez grand pour vivre tout seul. Comme quelqu'un qui vient mettre en train un serviteur, le mettra au courant et après quelques semaines se retire. De même, la puissance douloureuse de la culpabilité d'Albertine serait renvoyée hors de moi par l'habitude. D'ailleurs, d'ici là, comme au cours d'une attaque faite de deux côtés à la fois, dans cette action de l'habitude, deux alliés se prêteraient réciproquement main forte. C'est parce que cette idée de la culpabilité d'Albertine deviendrait pour moi une idée plus probable, plus habituelle, qu'elle deviendrait moins douloureuse. Mais d'autre part, parce qu'elle serait moins douloureuse, les objections faites à la certitude de cette culpabilité et qui n'étaient inspirées à mon intelligence que par mon désir de ne pas souffrir, tomberaient une à une. Et chaque action précipitant l'autre, je passerais assez rapidement de la certitude de l'innocence d'Albertine à la certitude de sa culpabilité. Il fallait que je vécusse avec l'idée de la mort d'Albertine, avec l'idée de ses fautes, pour que ces idées me devinssent habituelles, c'est-à-dire pour que je puisse oublier ces idées et enfin oublier Albertine elle-même. J'en étais pas encore là. Tantôt c'était ma mémoire rendue plus claire par une excitation intellectuelle, telle une lecture, qui renouvelait mon chagrin. D'autres fois, c'était au contraire mon chagrin qui était soulevé, par exemple, par l'angoisse d'un temps orageux qui portait plus haut, plus près de la lumière, quelques souvenirs de notre amour. D'ailleurs, ces reprises de mon amour pour Albertine morte pouvaient se produire après un intervalle d'indifférence semé d'autres curiosités, comme après le long intervalle qui avait commencé après le baiser refusé de Balbec, et pendant lequel je m'étais bien plus soucié de Madame de Guermantes, d'André, de Mademoiselle de Stermaria. Il avait repris quand j'avais recommencé à la voir souvent. Or, même maintenant, des préoccupations différentes pouvaient réaliser une séparation d'avec une morte, cette fois, où elle me devenait plus indifférente. Et même plus tard, quand je l'aimais moins,
Cela resta pourtant pour moi un de ces désirs dont on se fatigue vite, mais qui reprennent quand on les a laissés reposer quelque temps. Je poursuivais une vivante, puis une autre, puis je revenais à ma morte. Souvent, c'était dans les parties les plus obscures de moi-même, quand je ne pouvais plus me former aucune idée nette d'Albertine, qu'un nom venait par hasard exciter chez moi des réactions douloureuses que je ne croyais plus possibles. Comme ces mourants qui, le cerveau, comme ces mourants, chez qui le cerveau ne pense plus et dont on fait se contracter un membre en y enfonçant une aiguille. Et pendant de longues périodes, ces excitations se trouvaient m'arrivaient si rarement que j'en venais à rechercher moi-même les occasions d'un chagrin, d'une crise de jalousie, pour tâcher de me rattacher au passé, de mieux me souvenir d'elle. Comme le regret d'une femme n'est qu'un amour reviviscent et reste soumis aux mêmes lois que lui. La puissance de mon regret était accrue par les mêmes causes qui, du vivant d'Albertine, eussent augmenté mon amour pour elle. Et au premier rang desquelles avait toujours figuré la jalousie et la douleur. Mais le plus souvent, ces occasions, car une maladie, une guerre, peuvent durer bien au-delà de ce que la sagesse la plus prévoyante avait suppité, naissaient à mon insu et me causaient des chocs si violents que je songeais bien plus à me protéger contre la souffrance qu'à leur demander un souvenir. D'ailleurs, un mot n'avait même pas besoin, comme Chaumont, de se rapporter à un soupçon. Même une syllabe commune à deux noms différents suffisait à ma mémoire, comme à un électricien qui se contente du moindre corps, bon conducteur pour rétablir le contact entre Albertine et mon cœur. Pour qu'il réveillât ce soupçon, pour être le mot de passe, le magique sésame, en trouvant la porte d'un passé dont on ne tenait plus compte parce que, ayant assez de le voir à la lettre, on ne le possédait plus. On avait été diminué de lui, on avait cru, de par cette ablation, sa propre personnalité changée en sa forme, comme une figure qui perdrait avec un angle de un côté. Certaines phrases, par exemple, où il y avait le nom d'une rue, d'une route où Albertine avait pu se trouver, suffisaient pour incarner une jalousie virtuelle, inexistante, à la recherche d'un corps, d'une demeure, de quelque fixation matérielle, de quelque réalisation particulière. Souvent, c'était tout particulièrement pendant mon sommeil que, par ces reprises, ces da-capo du rêve, qui tournent d'un seul coup plusieurs pages de la mémoire, plusieurs feuillets du calendrier, me ramenaient, me faisaient rétrograder à une impression douloureuse mais ancienne qui, depuis longtemps, avait cédé la place à d'autres et qui redevenait présente. D'habitude, elle s'accompagnait de toute une mise en scène maladroite mais insaisissante qui me faisait illusion, mettait sous mes yeux, faisait entendre à mes oreilles
ce qui désormais datait de cette nuit-là. D'ailleurs, dans l'histoire d'un amour et de ses luttes contre l'oubli, le rêve ne tient-il pas une place plus grande, même que la veille? Lui qui ne tient pas compte des divisions infinitésimales du temps, supprime les transitions, oppose les grands contrastes, défait un instant le travail de consolation si lentement tissé pendant le jour et nous ménage la nuit une rencontre avec elle que nous aurions fini par oublier, à condition toutefois de ne pas la revoir. Car, quoi qu'on dise, nous pouvons avoir parfaitement en rêve l'impression que ce qui se passe est réel. Cela ne serait impossible que pour des raisons tirées de notre expérience qui, à ce moment-là, nous est cachée. De sorte que cette vie invraisemblable nous semble vraie. Parfois, par un défaut d'éclairage intérieur lequel, vicieux, faisait manquer la pièce, mes souvenirs bien mis en scène me donnant l'illusion de la vie, je croyais vraiment avoir donné rendez-vous à Albertine, la retrouver, mais alors je me sentais incapable de marcher vers elle, de proférer les mots que je voulais lui dire, de rallumer pour la voir le flambeau qui s'était éteint. Impossibilité qui était simplement dans mon rêve l'immobilité, le mutisme, la cécité du dormeur, comme brusquement on voit dans la projection manquée d'une lanterne magique une grande ombre qui devait être cachée, effacer la silhouette des personnages et qui est celle de la lanterne elle-même ou celle de l'opérateur. D'autres fois, Albertine se trouvait dans mon rêve et voulait de nouveau me quitter sans que sa résolution parvint à m'émouvoir. C'est que de ma mémoire avait pu filtrer dans l'obscurité de mon sommeil un rayon avertisseur, ce qui, logé en Albertine, ôtait à ses acteurs futurs, ôtait à ses actes futurs, au départ, qu'elle annonçait toute importance. C'est que de ma mémoire avait pu filtrer dans l'obscurité de mon sommeil un rayon avertisseur. Et ce qui, logé en Albertine, ôtait à ses actes futurs, au départ qu'elle annonçait, toute importance. C'était l'idée qu'elle était morte. Souvent, ce souvenir qu'Albertine était morte se combinait sans la détruire avec la sensation qu'elle était vivante. Je causais avec elle. Pendant que je parlais, ma grand-mère allait et venait dans le fond de la chambre. Une partie de son menton était tombée en miettes, comme un marbre rongé. Mais je ne trouvais à cela rien d'extraordinaire. Je disais à Albertine que j'aurais des questions à lui poser relativement à l'établissement de douche de Balbec et à une certaine blanchisseuse de Touraine. Mais je remettais cela plus tard puisque nous avions tout le temps et que rien ne pressait plus. Elle me promettait qu'elle ne faisait rien de mal et qu'elle avait seulement la veille embrassé sur les lèvres mademoiselle Vinteuil. Comment? Elle est ici? Oui. Il est même temps que je vous quitte, car je dois aller la voir tout à l'heure. Et comme depuis
qu'Albertine était morte, je ne la tenais plus prisonnière chez moi comme dans les derniers temps de sa vie. Sa visite à mademoiselle Vinteuil m'inquiétait. Je ne voulais pas le laisser voir. Albertine me disait qu'elle n'avait fait que l'embrasser. Mais elle devait recommencer à mentir comme au temps où elle niait tout. Tout à l'heure, elle ne se contenterait probablement pas d'embrasser mademoiselle Vinteuil, sans doute. À un certain point de vue, j'aurais tort de m'inquiéter ainsi, puisque, à ce qu'on dit, les morts ne peuvent rien sentir, rien faire. On le dit. Mais cela n'empêchait pas que ma grand-mère, qui était morte, continuait pourtant à vivre depuis plusieurs années, et en ce moment allait et venait dans la chambre. Et sans doute, une fois que j'étais réveillé, cette idée d'une morte qui continuait à vivre aurait dû me devenir aussi impossible à comprendre qu'elle me l'ait à l'expliquer. Mais je l'avais déjà formé tant de fois au cours de ces périodes passagères de folie que sont nos rêves, que j'avais fini par me familiariser avec elle. La mémoire des rêves peut devenir durable s'il se répète assez souvent. Et longtemps après, mon rêve fini, je restais tourmenté de ce baiser qu'Albertine m'avait dit avoir donné en des paroles que je croyais entendre encore. Et en effet, elles avaient dû passer près, bien près de mes oreilles, puisque c'est moi-même qui les avais prononcées. Toute la journée, je continuais à causer avec Albertine. Je l'interrogeais, je lui pardonnais, je réparais l'oubli des choses que j'avais toujours voulu lui dire pendant sa vie. Et tout d'un coup, j'étais effrayé de penser qu'à l'être évoqué par la mémoire, à qui s'adressaient tous ces propos, aucune réalité ne correspondit plus. Que fussent détruites les différentes parties du visage auxquelles la poussée continue de la volonté de vivre, aujourd'hui anéantie, avait seule donné l'unité d'une personne. D'autres fois, sans que j'eusse rêvé, dès mon réveil, je sentais que le vent avait tourné en moi. Il soufflait froid et continu d'une autre direction venue du fond du passé, me rapportant à la sonnerie d'heure lointaine des sifflements de départ que je n'entendais pas d'habitude. Un jour, j'essayais de prendre un livre, un roman de Bergotte, que j'avais particulièrement aimé. Les personnages sympathiques me plaisaient beaucoup. Et bien vite, repris par le charme du livre, je me mis à souhaiter, comme un plaisir personnel, que la femme méchante fût punie. Mes yeux se mouillèrent quand le bonheur des fiancés fut assuré. Mais alors, m'écriai-je avec désespoir, de ce que j'attache tant d'importance à ce qu'a pu faire Albertine, je ne peux pas conclure que sa personnalité est quelque chose de réel qui ne peut être aboli, que je la retrouverai un jour pareil au ciel, si j'appelle de tant de vœux, attends avec tant d'impatience, accueille avec tant de larmes le succès d'une personne qui n'a jamais existé que dans l'imagination de Bergotte, que je n'ai jamais vue, dont je suis libre de me figurer à mon gré le visage.
D'ailleurs, dans ce roman, il y avait des jeunes filles séduisantes, des correspondances amoureuses, des allées désertes où l'on se rencontre. Cela me rappelait qu'on peut aimer clandestinement. Cela réveillait ma jalousie, comme si Albertine avait encore pu se promener dans les allées désertes. Et il y était aussi question d'un homme qui revoit après 50 ans une femme qu'il a aimée jeune, ne la reconnaît pas, s'ennuie auprès d'elle. Et cela me rappelait que l'amour ne dure pas toujours et me bouleversait comme si j'étais destiné à être séparé d'Albertine et à la retrouver avec indifférence dans mes vieux jours. Si j'apercevais une carte de France, mes yeux effrayés s'arrangeaient à ne pas rencontrer la Touraine pour que je ne fusse pas jaloux et que je ne fusse pas malheureux. La Normandie où étaient marqués au moins Balbec et Doncières, entre lesquels je situais tous ces chemins que nous avions couverts tant de fois ensemble, au milieu d'autres noms de villes ou de villages de France, noms qui n'étaient que visibles ou audibles, le nom de Tours, par exemple, semblait composé différemment. Non plus d'images immatérielles, mais de substances vénéneuses qui agissaient de façon immédiate sur mon cœur, dont elles accéléraient et rendaient douloureux les battements. Et si cette force s'étendait jusqu'à certains noms devenus par elle si différents des autres, comment en restant plus près de moi, en me bornant à Albertine elle-même, pouvais-je m'étonner qu'émanant d'une fille probablement pareille à tout autre, cette force irrésistible sur moi et pour la production de laquelle n'importe quelle autre femme eût pu servir, eût été le résultat d'un enchevêtrement et de la mise en contact de rêves, de désirs, d'habitudes, de tendresse, avec l'interférence requise de souffrances et de plaisirs alternés. Et cela continuait après sa mort. La mémoire suffisante à entrevoir la vie réelle qui est mentale. Je me rappelais Albertine descendant de wagon et me disant qu'elle avait envie d'aller à Saint-Martin-le-Vêtu. Et je la revoyais aussi avant, avec son polo abaissé sur ses joues. Je retrouvais des possibilités de bonheur vers lesquelles je m'élançais en disant « Nous aurions pu aller ensemble jusqu'à Incarville, jusqu'à Doncières. » Il n'y avait pas une station près de Balbec où je ne la revisse. De sorte que cette terre, comme un pays mythologique conservé, me rendait vivante et cruelle les légendes les plus anciennes, les plus charmantes, les plus effacées, par ceux qui avaient suivi de mon amour. Ah, quelle souffrance! S'il me fallait jamais coucher à nouveau dans ce lit de Balbec, autour du cadre de cuivre duquel commence ah, quelle souffrance! S'il me fallait jamais coucher à nouveau dans ce lit de Balbec, autour du cadre de cuivre duquel, comme autour d'un pivot immuable, d'une barre fixe, s'était déplacée, avait évolué ma vie, appuyant successivement à lui de gaies conversations avec ma grand-mère, l'horreur de sa mort, les douces caresses d'Albertine, la découverte de son vice et maintenant une vie nouvelle
où, s'apercevant les bibliothèques vitrées où se reflétait la mer, je savais qu'Albertine n'entrerait jamais plus. N'était-il pas cet hôtel de Balbec comme cet unique décor de maison des théâtres de province, où l'on joue depuis des années les pièces les plus différentes, qui a servi pour une comédie, pour une première tragédie, pour une deuxième, pour une pièce purement poétique. Cet hôtel qui remontait déjà assez loin dans le passé, assez loin dans mon passé. Le fait que cette seule partie resta toujours la même, avec ses murs, sa bibliothèque, sa glace, au cours de nouvelles époques de ma vie, me faisait mieux sentir que, dans le total, c'était le reste. C'était moi-même qui avait changé, et me donnait ainsi cette impression que les mystères de la vie, de l'amour, de la mort, auxquels les enfants croient dans leur optimisme, ne pas participer, ne sont pas des parties réservées, mais qu'on s'aperçoit avec une douloureuse fierté qu'ils ont fait corps au cours des années avec notre propre vie, avec votre propre vie. J'essayais parfois de prendre les journaux, mais la lecture des journaux m'en était odieuse, et de plus, elle n'était pas inoffensive. En fait, en nom de chaque idée, comme d'un carrefour dans une forêt, partent tant de routes différentes qu'au moment où je m'y attendais le moins, je me trouvais devant un nouveau souvenir. Le titre de la mélodie de forêt, le secret, m'avait mené au secret du roi, du duc de Breuil. Le nom de Breuil à celui de Chaumont. Ou bien, le nom, ou bien, le mot de vendredi saint m'avait fait penser au Golgotha. Le Golgotha, à l'étymologie de ce mot, qui paraît l'équivalent de clavis mons. Chaumont. Mais, par quelque chemin que je fusse arrivé à Chaumont, à ce moment, j'étais frappé d'un choc si cruel que dès lors, je ne pensais plus qu'à me garer contre la douleur. Quelques instants après le choc, l'intelligence qui, comme le bruit du tonnerre, ne voyage pas aussi vite, m'en a apporté la raison. Chaumont m'avait fait penser au but de Chaumont, où Madame Bontemps m'avait dit qu'André allait souvent avec Albertine, tandis qu'Albertine m'avait dit n'avoir jamais vu les buts de Chaumont. À partir d'un certain âge, nos souvenirs sont tellement entrecroisés les uns avec les autres que la chose à laquelle on pense, le livre qu'on lit, n'a presque plus d'importance. On a mis de soi, on a mis de soi-même partout. Tout est fécond, tout est dangereux. On peut faire d'aussi précieuses découvertes que dans les pensées de Pascal, dans une réclame pour un savon. Sans doute, un fait comme celui des buts de Chaumont, qui à l'époque m'avait paru futile, était en lui-même contre Albertine bien moins grave, moins décisif que l'histoire de la doucheuse ou de la blanchisseuse. Mais d'abord, un souvenir qui vient fortuitement à nous, trouve en nous une puissance intacte d'imaginer, c'est-à-dire, dans ce cas, de souffrir, que nous avons usé en partie, quand c'est nous, au contraire, qui avons volontairement appliqué notre esprit à recréer un souvenir. Mais ces derniers, les souvenirs concernant la blanchisseuse,
et la doucheuse, toujours présent, quoique obscurci dans ma mémoire, comme ces meubles placés dans la pénombre d'une galerie, et auxquels, sans les distinguer, on évite pourtant de se cogner. Je m'étais habitué à eux. Au contraire, il y avait longtemps que je n'avais pensé au but de Chaumont, ou, par exemple, au regard d'Albertine dans la glace du casino de Balbec, ou au regard inexpliqué d'Albertine le soir où je l'avais tant attendu après la soirée de Guermantes, à toutes ces parties de sa vie qui restaient hors de mon cœur et que j'aurais voulu connaître pour qu'elle puisse s'assimiler, s'annexer à lui, y rejoindre les souvenirs plus doux qui formaient une Albertine intérieure et vraiment possédée. Soulevant un coin du voile lourd de l'habitude abêtissante qui pendant tout le cours de notre vie nous cache à peu près tout l'univers et dans une nuit profonde, sous leur étiquette insongée, substitue aux poisons les plus dangereux et les plus enivrants de la vie quelque chose d'anodin qui ne procure pas de délices. Un tel souvenir me revenait comme au premier jour, avec cette fraîche et perçante nouveauté d'une saison reparaissante, d'un changement dans la routine de nos heures, qui, dans le domaine des plaisirs aussi, si nous montons en voiture par un premier beau jour de printemps, nous sortons de chez nous au lever du soleil, nous font remarquer nos actions insignifiantes avec une exaltation lucide qui fait prévaloir cette immense minute, cette intense minute sur le total des jours antérieurs. Je me retrouvais au sortir de la soirée chez la princesse de Guermantes, attendant l'arrivée d'Albertine. Les jours anciens recouvrent peu à peu ceux qui les ont précédés, sont eux-mêmes ensevelis sous ceux qui les suivent. Mais chaque jour ancien est resté déposé en nous comme dans une bibliothèque immense où il y a de plus vieux livres. Un exemplaire que sans doute personne n'ira jamais demander. Pourtant, que ce jour ancien traversant la translucidité des époques suivantes remonte à la surface et s'étende en nous, qu'il couvre tout entier. Alors pendant un moment, les noms reprennent leur ancienne signification, les êtres leur ancien visage, nous notre âme d'alors, et nous sentons avec une souffrance vague mais devenue supportable et qui ne durera pas les problèmes devenus depuis longtemps insolubles et qui nous angoissaient tant alors. Notre moi est fait de la superposition de nos états successifs. Mais cette superposition n'est pas humiliable, comme la stratification d'une montagne. Perpétuellement, des soulèvements font affleurer à la surface des couches anciennes. Je me retrouvais après la soirée chez la princesse de Guermantes, attendant l'arrivée d'Albertine. Qu'avait-elle fait cette nuit-là? M'avait-elle trompé? Avec qui? Les révélations d'aimer, même si je les acceptais, les diminuaient en rien. Pour moi, l'intérêt anxieux et désolé de cette question inattendue, comme si chaque Albertine différente, chaque souvenir nouveau posait un problème de jalousie particulier auquel les solutions des autres ne pouvaient pas s'appliquer. Mais je n'aurais pas voulu savoir seulement avec quelle femme elle avait passé cette nuit-là. Mais quel plaisir particulier cela lui représentait, ce qui se passait à ce moment en elle, ce qui se passait
en ce moment-là en elle. Quelquefois, à Balbec, Françoise était allée la chercher et m'avait dit l'avoir trouvée penchée à sa fenêtre. L'air inquiet, chercheur, comme si elle attendait quelqu'un. Mettons que j'appris ce que la jeune fille attendue était André. Quel était l'état d'esprit dans lequel Albertine l'attendait? Cet état d'esprit caché derrière le regard inquiet et chercheur. Ce goût, quelle importance avait-il pour Albertine? Quelle place tenait-il dans ses préoccupations? Hélas, en me rappelant mes propres agitations chaque fois que j'avais remarqué une jeune fille qui me plaisait, quelquefois seulement quand j'avais entendu parler d'elle sans l'avoir vue, mon souci de me faire beau, d'être avantagé, mes sueurs froides, je n'avais pour me torturer qu'à imaginer ce même voluptueux émoi chez Albertine. Et déjà, c'était assez pour me torturer. Pour me dire qu'à côté de cela, des conversations sérieuses avec moi sur Stendhal et Victor Hugo avaient dû bien peu peser pour elle, pour sentir son cœur attiré vers d'autres êtres, se détacher du mien, s'incarner ailleurs. Mais l'importance même que ce désir devait avoir pour elle et les réserves qui se formaient autour de lui ne pouvaient pas me révéler ce que qualitativement il était bien plus. Comment elle le qualifiait quand elle s'en parlait à elle-même. Dans la souffrance physique au moins, nous n'avons pas à choisir nous-mêmes notre douleur. La maladie la détermine et nous l'impose. Mais dans la jalousie, il nous faut essayer en quelque sorte des souffrances de tout genre, de toute grandeur, avant de nous arrêter à celle qui nous paraît pouvoir convenir. Et quelle difficulté plus grande quand il s'agit d'une souffrance comme de sentir celle qu'on aimait, éprouvant du plaisir avec des êtres différents de nous, qui nous donnent des sensations, qui lui donnent des sensations que nous ne sommes pas capables de lui donner, ou qui du moins, par leur configuration, leur aspect, leur façon, lui permettent tout autre chose que noir. Qu'Albertine n'avait-elle aimé Saint-Loup? Comme il me semble que j'eusse moins souffert. Certes, nous ignorons la sensibilité particulière de chaque être, mais l'habitude. Certes, nous ignorons la sensibilité particulière de chaque être, mais d'habitude, nous ne savons même pas que nous l'ignorons, car cette sensibilité des autres nous est indifférente. Pour ce qui concernait Albertine, mon malheur ou mon bonheur eût dépendu de ce qu'était cette sensibilité. Je savais bien qu'elle m'était inconnue et qu'elle me fût inconnue m'était déjà une douleur. Les désirs, les plaisirs inconnus que ressentait Albertine une fois j'eus l'illusion de les voir quand, quelque temps après la mort d'Albertine, André vint chez moi. Pour la première fois, elle me semblait belle. Je me disais que ses cheveux presque crépus, ses yeux sombres et cernés, c'était sans doute ce qu'Albertine avait tant aimé, la matérialisation devant moi de ce qu'elle portait dans sa rêverie amoureuse, de ce qu'elle voyait par les regards anticipateurs du désir, le jour où elle avait voulu si précipitamment revenir de Balbec.
une sombre fleur inconnue qui mettait par-delà le tombeau rapporté des profondeurs d'un être où je n'avais pas su la découvrir. Il me semblait exhumation inespérée d'une relique inestimable. Voir devant moi le désir incarné d'Albertine, d'André. Voir devant moi le désir incarné d'Albertine, qu'André était pour moi, comme Vénus était le désir de Jupiter. André regrettait Albertine, mais je sentais tout de suite qu'elle ne lui manquait pas. Éloignée de force de son ami, par la mort, elle semblait avoir pris aisément son parti d'une séparation définitive que je n'eusse pas osé lui demander quand Albertine était vivante. Tant j'aurais craint de ne pas arriver à obtenir le consentement d'André. Elle semblait au contraire accepter sans difficulté ce renoncement, mais précisément au moment où il ne pouvait plus me profiter. André m'abandonnait, Albertine m'est morte. Mais ayant perdu pour moi non seulement sa vie, mais rétrospectivement un peu de sa réalité, puisque je voyais qu'elle n'était pas indispensable, unique pour André, qui avait pu la remplacer par d'autres. Du vivant d'Albertine, je n'eusse pas osé demander à André les confidences sur le caractère de leur amitié entre elles, et avec l'ami de mademoiselle Vinteuil, n'étant pas certain sur la fin qu'André ne répéta pas à Albertine tout ce que je lui disais. Maintenant, un tel interrogatoire, même s'il devait être sans résultat, serait au moins sans danger. Je parlais à André, non sur un ton interrogatif, mais comme si je l'avais su de tout temps, peut-être par Albertine. Du goût qu'elle-même, André avait pour les femmes, et de ses propres relations avec mademoiselle Vinteuil. Elle avoua tout cela sans aucune difficulté. En souriant de cet aveu, je pouvais tirer de cruelles conséquences. D'abord, parce qu'André, si affectueuse et coquette avec bien des jeunes gens à Balbec, n'aurait donné lieu pour personne à la supposition d'habitude qu'elle ne niait nullement, de sorte que, par voie d'analogie, en découvrant cette André nouvelle, je pouvais penser qu'Albertine les eût confessés avec la même facilité à tout autre qu'à moi, qu'elle sentait jaloux. Mais d'autre part, André ayant été la meilleure amie d'Albertine et celle pour laquelle celle-ci était probablement revenue exprès de Balbec, maintenant qu'André avait ses goûts, la conclusion qui devait s'imposer à mon esprit était qu'Albertine et André avaient toujours eu des relations ensemble. Certes, comme en présence d'une personne étrangère, on n'ose pas toujours prendre connaissance du présent qu'elle nous remet et dont on ne déférera l'enveloppe que quand ce donataire sera parti. Tant qu'André fut là, je ne rentrai pas en moi-même pour y examiner la douleur qu'elle m'apportait et que je sentais bien causer déjà à mes serviteurs physiques. Mes nerfs, le cœur, de grands troubles, dont par bonne éducation, je feignais de ne pas m'apercevoir. Parlant au contraire le plus gracieusement du monde avec la jeune fille que j'avais pour hôte, sans détourner mes regards vers ces incidents intérieurs, il me fut particulièrement pénible d'entendre André me dire en parlant d'Albertine: « Ah, oui, elle aimait bien qu'on allât se promener dans la vallée de Chevreuse. » À l'univers vague et
inexistant où se passaient les promenades d'Albertine et André, il me semblait que celle-ci venait par une création postérieure et diabolique d'ajouter une vallée maudite. Je sentais qu'André allait me dire tout ce qu'elle faisait avec Albertine. Et tout en essayant par politesse, par habileté, par amour-propre, peut-être par reconnaissance, de me montrer de plus en plus affectueux. Tandis que l'espace que j'avais pu concéder encore à l'innocence d'Albertine se rétrécissait de plus en plus. Il me semblait m'apercevoir que malgré mes efforts, je gardais l'aspect figé d'un animal autour duquel un cercle progressivement resserré et lentement décrit par l'oiseau fascinateur qui ne se presse pas parce qu'il est sûr d'atteindre, quand il le voudra, la victime, qui ne lui échappera plus. Je la regardais pourtant, et avec ce qui reste d'enjouement, de naturel et d'assurance aux personnes qui veulent faire semblant de ne pas craindre qu'on les hypnotise en les fixant, je dis à André cette phrase incidente. Je ne vous en avais jamais parlé de peur de vous fâcher, mais maintenant qu'il nous est doux de parler d'elle, je puis bien vous dire que je savais depuis bien longtemps les relations de ce genre que vous aviez avec Albertine. D'ailleurs, cela vous fera plaisir, quoique vous le sachiez déjà. Albertine vous adorait. Je dis à André que c'eût été une grande curiosité pour moi si elle avait voulu me laisser voir, même simplement en se bornant à des caresses qui ne la gênassent pas trop devant moi. Faire cela avec celle des amis d'Albertine qui avait ses goûts. Je nommais Rosemonde, Berthe, toutes les amies d'Albertine pour savoir. Outre que pour rien au monde, je ne ferai ce que vous dites devant vous. Mais répondit André, je ne crois pas qu'aucune de celles que vous dites ait ses goûts. Me rapprochant malgré moi du monstre qui m'attirait, je répondis, comment? Vous n'allez pas me faire croire que de toute votre bande, il n'y avait qu'Albertine avec qui vous fissiez cela. Mais je ne l'ai jamais fait avec Albertine. Voyons, ma petite André, pourquoi nier des choses que je sais depuis au moins 3 ans? Je n'y trouve rien de mal, au contraire, justement, à propos du soir où elle voulait tant aller le lendemain avec vous chez Madame Verdurin. Vous vous souvenez peut-être? Avant que j'eusse terminé ma phrase, je vis dans les yeux d'André qu'elle faisait pointue comme ces pierres, qu'à cause de cela les joailliers ont de la peine à employer, passer un regard préoccupé comme ces bêtes de privilégiés qui soulèvent un coin du rideau avant qu'une pièce soit commencée et qui se sauvent aussitôt pour ne pas être aperçus. Ce regard inquiet disparut. Tout était rentré dans l'ordre. Mais je sentais que tout ce que je verrais maintenant ne serait plus qu'arrangé facticement pour moi. À ce moment, je m'aperçus dans la glace, je fus frappé d'une certaine ressemblance entre moi et André. Si je n'avais pas cessé depuis longtemps de me raser et que je n'eusse eu une ombre de moustache, cette ressemblance eût été complète. Cette ressemblance eût été presque complète.
C'était peut-être en regardant à Balbec, ma moustache, qui repoussait à peine, qu'Albertine avait subitement eu ce désir impatient, furieux de revenir à Paris. Mais je ne peux pourtant pas dire ce qui n'est pas vrai pour la simple raison que vous ne le trouveriez pas mal. Je vous jure que je n'ai jamais rien fait avec Albertine. Et j'ai la conviction qu'elle détestait ces choses-là. Les gens qui vous ont dit cela vous ont menti, peut-être dans un but intéressé, me dit-elle, d'un air interrogateur et méfiant. Enfin, soit, puisque vous ne voulez pas me le dire, répondis-je. Je préférais avoir l'air de ne pas vouloir donner une preuve que je ne possédais pas. Pourtant, je prononçais vaguement et à tout hasard le nom de But de Chaumont. J'ai pu aller au But de Chaumont avec Albertine, mais est-ce un endroit qui a quelque chose de particulièrement mal? Je lui demandai si elle ne pourrait pas en parler à Gisèle, qui, à une certaine époque, avait intimement connu Albertine. Mais André me déclara qu'après une infamie que venait de lui faire dernièrement Gisèle, lui demander un service était la seule chose qu'elle refuserait toujours de faire pour moi. Si vous la voyez, ajouta-t-elle, ne lui dites pas ce que je vous ai dit d'elle. Inutile de m'en faire une ennemie. Elle sait ce que je pense d'elle. Mais j'ai toujours mieux aimé éviter avec elle les brouilles violentes qui n'amènent que des raccommodements. Et puis, elle est dangereuse. Mais vous comprenez que quand on a lu la lettre que j'ai eue il y a 8 jours, sous les yeux, et où elle mentait avec une telle perfidie, et rien, même les plus belles actions du monde ne peuvent effacer le souvenir de cela. En somme, si André, ayant ses goûts au point de ne s'en cacher nullement, et Albertine ayant eu pour elle la grande affection que très certainement elle avait, malgré cela, André n'avait jamais eu de relation charnelle avec Albertine et avait toujours ignoré qu'Albertine les eût, qu'Albertine, en somme, si André, ayant ses goûts au point de ne s'en cacher nullement, et Albertine ayant eu pour elle la grande affection que très certainement elle avait. Malgré cela, André n'avait jamais eu de relation charnelle avec Albertine et avait toujours ignoré qu'Albertine eût de tels goûts. C'est qu'Albertine ne les avait pas et avait eu. C'est qu'Albertine ne les avait pas et n'avait eu avec personne les relations que plus qu'avec aucune autre elle aurait eu avec André. Aussi, quand André fut parti, je m'aperçus que son affirmation si nette m'avait apporté du calme. Mais peut-être était-elle dictée par le devoir auquel André se croyait obligé envers la morte dont le souvenir existait encore en elle, de ne pas laisser croire qu'Albertine lui avait sans doute pendant sa vie demandé de nier. Les romanciers prétendent souvent dans une introduction qu'en voyageant dans un pays où ils ont rencontré quelqu'un qui leur a raconté la vie d'une personne, ils laissent alors la parole à cet ami de rencontre et le récit qu'il leur fait, c'est précisément leur roman. Ainsi, la vie de Fabrice del Dongo fut racontée à Stendhal par un chanoine de Padoue. Combien nous voudrions, quand nous aimons, c'est-à-dire quand l'existence d'une autre personne nous semble mystérieuse, trouver un tel narrateur
informé. Et certes, il existe. Nous-mêmes ne racontons-nous pas souvent sans aucune passion la vie de telle ou de telle femme à un de nos amis ou à un étranger qui ne connaissait rien de ses amours et nous écoute avec curiosité. L'homme que j'étais, quand je parlais à bloc de la princesse de Guermantes, de Madame Swann, cet être-là existait qui eût pu me parler d'Albertine. Cet être-là existe toujours. Mais nous ne le rencontrons jamais. Il me semble que si j'avais pu trouver des femmes qui l'eussent connu, j'eusse appris tout ce que j'ignorais pourtant à des étrangers, il eût dû sembler que personne autant que moi ne pouvait connaître sa vie. Même ne connaissais-je pas sa meilleure amie, André. C'est ainsi que l'on croit que l'ami d'un ministre doit savoir la vérité sur certaines affaires dont on ne pourra pas être. C'est ainsi que l'on croit que l'ami d'un ministre doit savoir la vérité sur certaines affaires ou ne pourra pas être impliqué dans un procès. Seul à l'user. L'ami a appris que chaque fois qu'il parlait politique au ministre, celui-ci restait dans des généralités et lui disait tout au plus ce qu'il y avait dans les journaux. Ou que si il a eu quelques ennuis, ses démarches multipliées auprès du ministre ont abouti chaque fois à un « ce n'est pas en mon pouvoir », sur lequel l'ami est lui-même sans pouvoir. Je me disais, si j'avais pu connaître tel témoin, desquels, si je les avais connus, je n'aurais probablement pas pu obtenir plus que André, dépositaire elle-même d'un secret qu'elle ne voulait pas livrer. Différent, c'est là encore de Swann qui, quand il ne fut plus jaloux, cessa d'être curieux de ce qu'Odette avait pu faire avec Forcheville. Même après ma jalousie passée, connaître la blanchisseuse d'Albertine, des personnes de son quartier, y reconstituer sa vie, ses intrigues, cela seul avait du charme pour moi. Et comme le désir vient toujours d'un prestige préalable, comme il est advenu pour Gilberte, pour la duchesse de Guermantes, ce furent dans ces quartiers où avait autrefois vécu Albertine, les femmes de son milieu, que je cherchais et dont seul j'eusse pu désirer la présence. Même sans rien pouvoir en apprendre, c'était les seules femmes vers lesquelles je me sentais attiré. C'était celle qu'Albertine avait connue ou qu'elle aurait pu connaître, femme de son milieu ou des milieux où elle se plaisait. En un mot, celle qui avait pour moi le prestige de lui ressembler ou d'être celle qui lui eusse plu. Me rappelant ainsi soit Albertine elle-même, soit le type pour lequel elle avait sans doute une préférence. Ces femmes éveillaient en moi un sentiment cruel de jalousie ou de regret qui plus tard, quand mon chagrin s'apaisa, se mua en une curiosité non exempte de charme. Et parmi ces dernières, surtout les filles du peuple, à cause de cette vie si différente de celle que je connaissais et qui est la leur. Sans doute, c'est seulement par la pensée qu'on possède des choses. Et on ne possède pas un tableau parce qu'on l'a dans sa salle à manger. Si on ne sait pas le comprendre, ni un pays parce qu'on y réside sans même le regarder. Mais enfin, j'avais autrefois l'illusion de ressaisir Balbec quand, à Paris, Albertine venait me voir et que je la tenais dans mes bras. De même, je prenais un contact bien étroit
et furtif d'ailleurs, avec la vie d'Albertine, l'atmosphère des ateliers, une conversation de comptoir, l'âme des taudis, quand j'embrassais une ouvrière. André, ses autres femmes, tout cela par rapport à Albertine, comme Albertine avait été elle-même, par rapport à Balbec, était de ces substituts de plaisir se remplaçant l'un l'autre en dégradation successive, qui nous permettent de nous passer de celui que nous ne pouvons plus atteindre. Voyage à Balbec ou amour d'Albertine, comme le fait d'aller au Louvre voir un Titien qui y fut jadis console, de ne pouvoir aller à Venise, de ces plaisirs qui séparaient les uns des autres par des nuances indiscernables, font de notre vie comme une suite de zones concentriques, contiguës, harmoniques et dégradées, autour d'un désir premier qui a donné le temps, éliminer ce qui se font, éliminer ce qui ne se font pas avec lui, et répandu la teinte maîtresse. Comme cela m'était arrivé aussi, par exemple, pour la duchesse de Guermantes et pour Gilberte. André, ces femmes, étaient pour le désir que je savais ne plus pouvoir exaucer, d'avoir auprès de moi Albertine, ce qu'un soir, avant que je connusse Albertine, autrement que de vue, avait été l'ensoleillement tortueux et frais d'une grappe de raisin.